Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Lacan, nous et le réel, 4e séance. Alors la dernière fois, nous avons essayé d'aborder un peu justement la manière dont le réel n'est pas tout à fait, et même c'est une litote, appréciée par les gens qui se réclament comme étant lacaniens dans son acception purement lacanienne. On a un peu parlé donc des mésinterprétations du réel chez Miller. On pourrait faire la même chose avec Solaire et son inconscient réel, puisque dès qu'on parle d'inconscient réel, les deux en arrivent à dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du sujet de l'énonciation qui énonce inconscient réel? Puisque Lacan, lui, dans la petite incise à partir de laquelle il part, qui est juste une petite note de préface à l'édition anglaise d'un séminaire, où il parle de l'esp d'un laps, et il dit, à un certain moment, on est vraiment dans l'inconscient. Mais ensuite, Lacan lui-même, justement, dira plus tard, d'inconscient il n'y en a qu'un, et c'est pour ça que j'y pense tout le temps. Alors comment, à partir de ce qu'on a essayé de déployer un peu la dernière fois, je vais essayer de revenir encore à ce réel de la différence sexuelle qui se trouve transposable donc du plan individuel au plan collectif qui est celui de la lutte des classes. Ce qui paraît a priori quelque chose d'extravagant, qui ne l'est pas du tout. Qui ne l'est pas du tout, notamment si on en réfère à Claude Lévi-Strauss et à une remarque absolument cruciale qu'il fait dans l'anthropologie structurale concernant les Indiens d'Amazonie, les Winnebago. C'est-à-dire qu'il arrive en les questionnant et en s'étant parfaitement intégré dans le groupe, bien sûr, comme il le faisait, à déceler que l'organisation même du village des Winnebago mettait en scène deux conceptions radicalement différentes de sa propre formation, c'est-à-dire formation du village. C'est-à-dire que pour les uns, le village était organisé de manière concentrique, c'est-à-dire des cercles qui s'agrandissaient, et ceux-là voyaient le village de cette manière-là, alors que pour les autres qui étaient du même village, en fait, le village était organisé selon une confrontation des huttes autour d'une ligne et une organisation circulaire, évidemment, autour du village, mais à partir d'une forme d'opposition d'une ligne. Donc on peut dire que là, il y a deux conceptions du même village, et ce sont les mêmes Indiens, mais il y a ceux qui le voient d'une manière et ceux qui le voient de l'autre. Alors évidemment, quand je te parle tout à l'heure du sujet de l'énonciation qui voit, on peut se dire, oui, mais le village quand même, il doit bien avoir une configuration objective. Si par exemple on monte dans un hélicoptère et
lorsqu'on regarde le village d'en haut, ben, ça va être ou l'un ou l'autre. Oui, mais là, ça suppose d'être extérieur au village. Donc ça veut dire que le sujet de l'énonciation, qui va parler dans son énoncé du village dont il fait partie, est radicalement extrait du village. Donc ça, c'est une illusion. Ça veut dire que ça masque une croyance dans une certaine objectivité, indépendamment du sujet qui la voit par la fenêtre de son fantasme. Donc on peut dire que si on fait monter dans l'hélicoptère un d'une partie ou un de l'autre, il va voir le village de la même manière qu'il avait déjà sa propre représentation. Donc en fait, il y a, d'une certaine manière, un clivage, il y a un écart. Cet écart-là, cet écart de conception du monde, on peut dire entre une vision organique, c'est cette vision en fait concentrique, c'est celle qu'on retrouve justement dans une forme corporatiste de la société, s'oppose à une vision d'opposition, c'est-à-dire quelque chose qui va opposer ceux qui sont d'un certain côté du pouvoir et ceux qui ne sont pas dans le pouvoir. Et à l'intérieur même de cette deuxième catégorie, il y a effectivement un autre clivage. Donc le clivage du réel, là on peut définir le réel comme on l'a défini la dernière fois, comme un écart minimum ou minimal, si on est beckettien, qui va séparer deux conceptions de la réalité. C'est pour ça que, collectivement, le réel de la lutte des classes va correspondre au réel de la différence sexuelle, parce que cela concerne la position du sujet de l'énonciation. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir une vision neutre, objective, ni de la lutte des classes, ni de la différence sexuelle, puisque je fais forcément partie, a priori, en tant qu'être parlant, d'une des parties. Donc je ne peux pas être juge et partie. Donc ce qui fait que ce réel-là, ce réel lacanien dont je vous parle là, ce n'est pas la butée, comme les gens qui citent Miller, au lieu de citer Lacan, ils disent le réel c'est quand on se cogne, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de dur et de substantiel le réel, c'est au contraire quelque chose qui est de l'ordre d'un écart, d'un vide qui ne peut pas être comblé. Et ce vide qui ne peut pas être comblé, en fait, il va séparer également la conception que chacun va avoir du monde à partir de la fenêtre de son fantasme. C'est-à-dire que chacun va voir le monde, ce qu'on appelle couramment, sans trop y penser, la réalité qui se propose, à partir de la fenêtre de son fantasme. Donc aucune des réalités ne peut être exactement la même, puisque chacun la voit de son point de vue. C'est en ce sens donc que Lacan est fondé à dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel parce que chacun lui-même va se trouver face, dès qu'il se passe en position de sujet, face à un objet. Il n'y a pas a priori d'intersubjectivité. Il y a cette mise en face, on peut dire, d'une réalité et du sujet percevant cette réalité. Alors, la vraie subversion freudienne qui est le plus souvent négligée, c'est que ce qui nous apparaît devant, c'est-à-dire cette réalité-là, ce n'est pas ce qui va constituer le motif de notre refoulement. C'est notre refoulé lui-même. C'est-à-dire que le monde, on peut dire, est notre propre refoulé.
c'est-à-dire ce qu'il nous a fallu extraire de nous-mêmes pour pouvoir naître dans le manque du sujet que nous sommes. Donc c'est en ça où la dimension politique de la psychanalyse est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine, puisque si la thèse que je poursuis, puisque c'est vraiment pour moi le motif principal de mon travail de trouver ces articulations, pas de Freud sans Marx et pas de Marx sans Freud, c'est que ça n'a rien à voir avec le freudo-marxisme tel qu'il a été élaboré, en tout cas à la suite des travaux de l'école de Francfort et même après, et il ne peut pas y avoir de marxisme au sens en tout cas marxien plutôt que marxisme, puisque ce sont les lecteurs de Marx et ceux qui expérimentent vraiment la confrontation de l'intelligence de Marx avec les propos freudiens. Il ne peut pas y avoir de révolution, en quelque sorte, sans une révolution du sujet. C'est-à-dire que même si, dans un terme plus lointain, il pourrait y avoir une autre société que celle dans laquelle nous vivons, avec notamment ce discours capitaliste qui semble absolument increvable, et pour cause, hein, ça on pourrait y revenir peut-être, c'est-à-dire que ce qu'il permet comme illusion, il est très difficile de pouvoir s'en passer. Parce que ce qu'il annonce par sa structure même, c'est-à-dire le fait d'être organisé tel qu'il est par rapport aux 4 discours dont on a déjà parlé, le discours capitaliste permet d'imaginer que la jouissance, c'est-à-dire le plus de jouir, tel qu'en parle Lacan, ou le plus de jouir selon le contexte dans lequel il est utilisé, serait comptabilisable. Or, en fait, il y a un aspect du réel qui est l'un des plus complexes à aborder, qui est celui de la jouissance. Et la jouissance, c'est justement ce dont il est le plus difficile de parler. Puisqu'en quelque sorte, Lacan, au départ, considère, dans les années 50-60, que la jouissance est originelle, avant de faire un tour complet et de revenir complètement sur ses positions à la fin de son enseignement, pour dire qu'en fait c'est le désir qui est premier, c'est-à-dire le rapport au signifiant. Mais en ayant fait ce tour-là, il réinscrit la jouissance selon une modalité temporelle qui est celle du futur antérieur. C'est-à-dire, pour le sujet parlant, en fait, si le désir est premier parce que l'amorce du désir, c'est ce qui le raccroche à la loi et au signifiant, il est obligé de présupposer un réel de la jouissance qui l'est précédé. Mais ce réel est quelque chose de traumatique. C'est-à-dire que très souvent, on emploie le terme de jouissance, disons, dans l'acception la plus courante, comme une forme de plaisir extrême. Alors, ce n'est pas totalement faux, mais, disons, la jouissance telle qu'elle est annoncée en psychanalyse n'est pas du tout assimilable au plaisir. C'est-à-dire que, justement, elle est un excès dans ce plaisir qui amène jusqu'à la douleur. Alors, une phrase célèbre de Lacan qui dit « La jouissance, ça va de la chatouille à la flambée d'essence ». C'est-à-dire que
la jouissance, c'est quelque chose qui est de l'ordre du réel parce que c'est quelque chose d'impossible. D'impossible. Impossible comment? Notamment, impossible à dire, mais aussi impossible de s'en défaire. C'est-à-dire que nous sommes pris nous-mêmes dans les rets de la jouissance et que le sujet, en tant qu'il va naître d'une limitation de cette jouissance par l'accès au signifiant, c'est-à-dire le langage qui vient coloniser le petit bébé qui vient de naître, par exemple. Alors il y a cette vidéo là qu'on a déjà exposée ici avec le passage de ce moment traumatique qu'on peut appeler la jouissance, c'est-à-dire que je relie à une forme indicible de sentiment d'existence. Donc, l'arrivée, par exemple, de l'air dans les poumons pour un enfant qui vient de naître, ça provoque, bien sûr que nous n'avons pas une mémoire consciente de ces choses-là, mais ça provoque un tel choc que les poumons qui s'ouvrent et le passage là d'un monde aquatique et sonore qui est le monde intra-utérin à un monde lumineux et aérien avec la puissance de l'air qui va pénétrer les poumons provoque un traumatisme tel que évidemment il y a un frémissement de tout le corps et c'est là qu'on peut parler d'une forme de jouissance primordiale du corps qui est bien sûr pas symbolisable par le sujet puisque c'est encore juste une subjectivité potentielle naissante, ce bébé en train de venir au monde. Mais comme dans cette vidéo, si des paroles ont lieu, alors vous savez, chez les gens qui ont un peu de lettres, on dira, on parle au bébé et on leur souhaite la bienvenue et on voit tout de suite qu'ils s'accrochent à ces paroles-là. Et dès que la mère va parler à l'enfant, il va s'accrocher au signifiant maternel et à ce moment-là, on sent la transposition, le transvasement de cette jouissance dont on ne peut rien dire qui va passer sur le plan du langage, c'est-à-dire de la parole, plus que le langage. C'est-à-dire que le langage, c'est, disons, une forme, comme dit Lacan, d'élucubration sur la langue. La langue, c'est cette forme de babyle qu'échangent la mère et l'enfant, et l'enfant va essayer d'imiter, et petit à petit, cette jouissance va passer là sur la forme même de l'expression de la voix, de la parole. Say I love you. I love you. I love you. Auntie, I love you. I love you. I love you. C'est pour ça que la théorie lacanienne implique une action du symbolique, c'est-à-dire de la dimension du langage, qui vient coloniser le corps. Il donne même l'image d'une toile d'araignée qui se poserait comme ça et qui coloniserait l'espace corporel. Et évidemment, il y a quelque chose qui résiste à cette colonisation. C'est un peu comme dans les BD d'Astérix, c'est-à-dire il y a un village gaulois qui résiste dans les premières pages. Vous savez, il y a toujours un reste. Voilà, c'est ce reste-là que Lacan va appeler objet petit a. Donc, dans cette emprise du langage sur la jouissance, il y a la possibilité de s'extraire de la puissance de cette jouissance-là qui n'est pas supportable
au sens où elle a une dimension traumatique et le langage va la civiliser en quelque sorte, en la transposant sur le plan de la parole. Il y a là une possibilité de modérer et de créer une forme de hernie, pour le dire dans un sens un peu imagé, face à l'océan de jouissance incontrôlable, parce qu'il n'y a pas de mots pour les dire, ce sont des puissances qui nous dépassent. Le langage, lui, va coloniser le corps et va se créer une dérive, une dérivation de cette puissance de jouissance qui va fonder la possibilité du désir. Le désir est toujours une médiation avec cette jouissance-là, mais comporte un bord de jouissance. C'est pour ça que Lacan, notamment, dira que dans l'érection, par exemple, masculine, est déjà une jouissance. Puisque si on le rattache à l'idée que je vous ai soumise tout à l'heure, c'est-à-dire l'illusion d'un sentiment d'existence, c'est quelque chose qui concerne le corps, la jouissance, et qui confère cette illusion de sentiment d'existence. C'est pour ça que l'analysant a autant de mal à se démettre de ces symptômes, puisque dans la cure analytique, il s'agit de dissoudre le symptôme par l'action du symbolique. On peut dire que dans un premier temps, le symptôme, il est soit un débordement du réel dans le symbolique, soit une incise du symbolique dans le réel. Mais il y a là quelque chose qui dépasse, qui déborde et qui, justement, marque une limite du symbolique qui est transgressée. Donc, dans un premier temps, le travail de la cure va consister à réduire le symptôme. Mais il y a toujours une part du symptôme qui reste insoluble à l'analyse parce que, justement, il y a cette part de jouissance derrière. Alors là, on trouve dans cette frappe signifiante qui va venir cerner, essayer de dire et de donner, d'avoir une emprise et d'amener du côté du langage et du sens la jouissance, il y a quelque chose qui ne va pas être pris et qui va résister, ce reste. Ce reste-là, en fait, c'est la marque de ce que Lacan a appelé la jouissance phallique. C'est-à-dire, là, on revient sur la différence sexuelle dont je vous ai parlé. La différence sexuelle, en vérité, ne concerne pas vraiment la présence d'attributs masculins ou féminins, mais c'est plutôt un certain type de rapport au langage dans lequel est pris le sujet. Alors bien sûr que majoritairement, ce sont plutôt les femmes qui sont prises dans un certain type de jouissance et les hommes dans l'autre type de jouissance, mais il n'y a pas une stricte équivalence. Il y a des hommes qui peuvent être munis d'attributs féminins et vice-versa. Il n'y a pas d'équivalence. Mais il y a une sexuation dans la mesure où, comme pour les Winnebago tout à l'heure, il y a deux sortes de rapports au langage. Deux grandes sortes de rapports au langage qui sont donc marquées par les formules de la sexuation de Lacan. Avec le canteur, vous vous souvenez, là, le A inversé pour tout, et la fonction phallique, le phi de x. Donc comment essayer de voir ça maintenant? Donc cette jouissance, comment
comment elle s'annonce et en quoi elle n'est pas assimilable au plaisir, puisqu'on peut même dire que la jouissance, c'est le déplaisir du plaisir lui-même. C'est là où ça déborde et où ça devient incontrôlable. Et c'est là justement, il n'y a plus de mots pour le dire. Donc la jouissance rejoint le réel et est à l'origine même du réel. Alors comment ça se passe si on reprend l'origine freudienne donc du principe de plaisir et du principe de réalité? Est-ce que la jouissance est du côté du principe de réalité, par exemple? Alors évidemment, c'est là où Lacan a progressivement dissocié la réalité du réel. C'est-à-dire que pour Freud, justement, dès que nous naissons, en fait, nous allons être mus en tant que sujet, bien que lui n'emploie pas encore le terme, puisque ça va être un terme spécifiquement lacanien. On verra aussi pourquoi. Donc, par la quête du plaisir et disons, les lectures approximatives freudiennes, bon, qui sont quand même assez rares maintenant chez les psychanalystes, mais quand même, opposent le principe de plaisir et le principe de réalité. Alors qu'il n'y a pas d'opposition dans le principe de plaisir et le principe de réalité. Parce que Freud l'explique très bien, le principe de réalité qui vient limiter le plaisir du sujet n'est pas quelque chose de l'ordre du réel, c'est-à-dire d'un autre ordre indicible. Au contraire, il est la manière dont ce plaisir peut être vécu dans l'ambiance familiale dans laquelle il est vécu, notamment, et les limitations qui sont à prendre en compte. Donc le plaisir de réalité, il est dans la continuité du principe de plaisir, mais il est une sorte de calcul par rapport notamment au fait que si je ne peux pas accéder à ce plaisir maintenant, il vaut mieux que je prenne en compte l'interdit parental, par exemple, pour me le réserver pour plus tard, ce plaisir, il n'en sera que meilleur. Donc le principe de réalité n'est pas du tout opposé au principe de plaisir. Il est la stricte continuité du principe de plaisir. C'est pour ça que le réel, justement, n'est pas la réalité. La réalité, c'est là où Lacan, par un tout autre chemin, rejoint Freud. C'est-à-dire qu'il ne fait que déployer les thèses freudiennes jusqu'au bout. D'ailleurs, il insiste. Freud, il dit Freud pour toujours. Il fait son retour à Freud. Et puis, il dit Freud, notre père à tous dans la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune opposition entre Freud et lui. Il ne fait que porter l'hypothèse freudienne qu'il trouve géniale, et même la seule subversion, la seule nouveauté qui soit arrivée dans l'humanité depuis très longtemps, et qui permet d'envisager une autre possibilité que les impasses dans lesquelles nous sommes engagés collectivement. Donc, pour Freud, c'est un livre qui s'appelle Au-delà du principe de plaisir, et c'est là où, c'est au-delà du principe de plaisir, et entre parenthèses, et de réalité, que se situe le réel freudien, qui est la pulsion de mort. C'est-à-dire que la pulsion de mort, là, qui est une des marques du réel, c'est justement ce qui vient contrebalancer vraiment le plaisir.
C'est-à-dire, d'une certaine manière, il n'est pas difficile de remarquer que les hommes au sens des hommes et des femmes, bien sûr, vont très souvent faire des choses contre leur propre intérêt. Donc, ils ne sont pas uniquement dans la poursuite du plaisir, puisqu'ils vont mettre en scène des situations et faire des choses qui vont contre leurs intérêts directs. Alors, ce n'est pas Freud qui remarque ça, déjà, pour Kant ou l'ensemble de la philosophie. Il y a toujours cette question de « mais qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Alors, tout le monde essaye d'approcher ça, mais seul Freud arrive à le mettre en scène, d'une certaine manière, à partir d'une expérience hyper connue, qui est celle du Fordat. Donc, c'est son petit-neveu, en fait, Ernest, et il remarque que ce petit-neveu, quand sa mère est partie, il prend une bobine et il la jette loin du lit en poussant un « oh » et il la ramène en faisant un « ah ». Et en fait, en observant ça, il décrypte que l'enfant dit « fort », c'est-à-dire « loin », et « da », là, ici, la chose qui revient. Évidemment, la première interprétation, la plus courante, c'est que pour arriver à supporter l'absence de la mère, l'enfant met en scène qu'il est lui-même l'agent de son apparition et de sa disparition. Et il transforme l'absence et la présence, le retour, par l'intermédiaire de cette bobine dont il prendrait le contrôle. Donc c'est lui qui envoie et c'est lui qui ramène. Là, ça rejoint aussi la notion de plaisir, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un certain plaisir à récupérer, à envoyer et à récupérer cette bobine. Comme si d'un seul coup, ce qui était très angoissant, donc notamment de l'ordre peut-être d'un premier réel situable à ce niveau-là, de l'absence de la mère, l'enfant s'en rendait maître par un jeu. Donc l'origine, on peut dire, des jeux d'enfants. Hein. Est-ce que nous sommes vraiment sortis des jeux d'enfants? Ça, c'est l'interprétation la plus courante. Maintenant, on peut aussi, après Lacan, envisager que en fait, l'absence de la mère, c'est pas forcément quelque chose qui est le plus difficile à vivre pour l'enfant. Si on imagine que ça peut être très bien interprété aussi à l'inverse, comme l'enfant se trouvant soumis à la jouissance de la mère, c'est-à-dire la jouissance de l'autre, à ce moment-là, il est envahi par quelque chose qui apparaît comme un excès, parce qu'il ne sait pas comment répondre, et il y a quelque chose qui occupe une place très importante, qui peut être considérée comme traumatique, et qu'il commence à devenir sujet de désir, justement, à partir de cette absence-là. Et donc, on peut imaginer cette oscillation du sujet. Donc le sujet du désir qui naît à partir du moment de l'absence de la mère et qui le fait mettre en scène cette disposition au jeu qui va le rendre maître du jeu en quelque sorte. C'est lui l'agent qui organise l'apparition et la disparition, et que la mère elle-même est ce qui l'empêche de vivre, en quelque sorte, une forme d'excès. Donc on a d'un côté le manque qui fait le sujet, à partir du moment où il devient sujet-agent, et
de l'autre côté, quand elle est là et que même s'il a dans un premier temps du plaisir à la voir, elle peut être aussi cette imposante jouissance de l'autre face à laquelle le sujet devient cette fois un sujet acéphale, c'est-à-dire non plus sujet du désir, mais sujet à la jouissance. Sujet à une jouissance dont plus tard il ne pourra pas se passer parce que c'est quelque chose qui est excessif, qui vient en plus et sans qu'il ait besoin de réfléchir ou d'être agent, lui donne un sentiment d'existence, même si ce sentiment d'existence peut apparaître comme traumatique ou douloureux. Donc l'oscillation du sujet, cette fois, elle passe de sujet au, comme on est sujet au vertige, à sujet du désir, là où on est agent. Donc on a cette première oscillation qui fait que Lacan dit le sujet est toujours représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas, c'est-à-dire que le sujet, en tant que tel, il n'est jamais là. Puisque quand il est là, il est représenté, et le reste du temps, il n'est pas là, il s'absente. Donc, ce qui organise nos capacités de perception et d'accès à nos propres désirs, c'est quelque chose, justement, qui est réel en tant qu'il est impossible à dire. Ce sujet-là, lui-même, ce n'est pas... Alors, on peut dire aujourd'hui, après, bien sûr, le sujet parle, etc. Mais là, on est dans le sujet de l'énoncé. Le sujet de l'énonciation lui-même, il est insaisissable. C'est en ce sens où il est réel. Et il est aussi réel dans la mesure où, dans cette oscillation entre sujet du désir et sujet à la jouissance, en fait, la jouissance qui constitue un excès, quelque chose en plus, et le désir, un manque, quelque chose en moins, l'excès et le manque ne peuvent jamais coïncider, c'est-à-dire se combler l'un l'autre, tout simplement parce qu'ils sont les deux faces du même. C'est pour ça que Lacan crée la topologie, et notamment donc la bande de Möbius. Pour montrer qu'on passe d'un côté à l'autre de la bande sans changer de bord, et donc l'excès qui est un côté, c'est le manque de l'autre. Alors, comment, à partir de là, penser pouvoir intervenir sur sa jouissance? Puisque la jouissance, c'est quelque chose de ruineux pour le sujet. Il est pris dans la jouissance, et donc cette jouissance-là, c'est son réel, et ce réel-là, il n'arrive pas à intervenir dessus, puisque même, si vous voulez, pour le dire très basiquement, un symptôme, une maladie, c'est une présence. C'est une présence qui se fait sentir dans le corps et qui donne à soi une certaine présence. Donc intervenir sur un symptôme, c'est très complexe, parce que on ne peut pas intervenir directement sur la jouissance. Par contre, il est possible, et c'est la voie de l'analyse, d'intervenir sur le désir, puisque le désir étant cet envers, c'est-à-dire le manque étant l'envers de cet excès-là, en intervenant sur le manque par la parole, alors on modifie l'autre côté auquel on n'a pas accès, auquel le sujet n'a pas accès. Donc dans la dimension thérapeutique, disons, de l'analyse, il faut faire très attention avec la manière dont les symptômes sont interprétés, bien sûr. Ça demande beaucoup de nuances. D'ailleurs, j'ai un ami, j'en parlais, là, un ami qui est un très très bon médecin, excellent médecin, même peut-être le meilleur que j'ai rencontré, qui a une espèce de
vocation hippocratique, originelle, qui est qu'il est dans l'écoute médicale. Alors aujourd'hui il est homéopathe, il est même à la retraite, mais il connaît Lacan bien mieux que les 9/10 des psychanalystes que je connais. Mais quand il était muté, par exemple, à un moment, il a voulu faire une petite excursion chez les urgentistes. Et donc à ce moment-là, il était aux urgences et il m'a dit, bon, c'est le service pour moi le moins intéressant parce que aux urgences, les gens arrivent et ils vous confient leurs symptômes comme étant quelque chose dont vous devez les débarrasser. Ça vous revient à vous, médecin, d'enlever le symptôme et puis voilà, de les rendre comme ça. Et donc il n'y a pas de possibilité d'entrer là dans une certaine dialectique du sujet. Donc la médecine urgentiste ne l'a pas beaucoup intéressé. Alors il s'est passé quand même une anecdote intéressante qu'il a racontée. C'est que une fois, donc une femme d'une 50aine d'années arrive aux urgences comme ça et demande à être hospitalisée parce qu'elle allait faire, selon elle, un infarctus. Alors les médecins, le personnel présent, là, médecins et infirmiers, ils font toute la batterie de tests, etc. Ils ne trouvent rien et lui disent on ne peut pas vous hospitaliser parce que, en fait, en gros, hein, comme maintenant on vous dit l'ordinateur a dit, donc là on dit les machines disent il n'y a rien, et donc repartez chez vous. Et là mon ami a dit non, il faut l'hospitaliser parce que comme il a une sensibilité médicale particulière, il a entendu dans la demande de cette femme quelque chose qui l'a alerté. Et en fait, effectivement, le soir à 11h, elle a fait un infarctus. Et heureusement qu'elle était sur place, parce que si elle n'avait pas été sur place, il n'aurait pas pu la sauver. Et en fait, il s'est avéré que, en la questionnant un peu, il y avait une histoire de résonance de date avec la mort de sa mère qu'elle ne voulait pas laisser partir seule, etc. Et elle s'est elle-même coincée, on veut dire psychiquement, une aorte, de telle manière qu'elle avait la possibilité là de la rejoindre. Donc les symptômes sont des choses beaucoup plus complexes qu'on imagine, et on ne peut les aborder d'une certaine manière que par l'intermédiaire de la mise en scène, de la possibilité de retrouver le chemin de son désir par la parole, puisque, vous l'avez vu, la jouissance, en quelque sorte, qui est de l'ordre d'un certain réel, elle est simultanément ce qu'il est le plus difficile à atteindre, puisque le désir se définit par rapport à ça, c'est-à-dire atteindre une jouissance qui est inatteignable, puisque ce n'est jamais ça, du point de vue du désir. On n'est jamais content, en quelque sorte, il manque toujours quelque chose, et donc on va changer d'objet sans arrêt. Et de l'autre côté, la jouissance telle qu'on la campe originellement, bien sûr, ça il faut revenir là-dessus, parce que ça c'est un peu complexe, c'est que on ne peut reconstruire ça qu'après coup. Donc c'est en ça où Lacan aussi est fondé à dire qu'il y a d'abord le désir, puisque le sujet de désir seul peut reconstruire par la parole, après coup, cette jouissance originelle qui n'a jamais eu lieu vraiment comme ça, mais qui est obligé de présupposer, parce que c'est un présupposé logique. Donc, la manière d'accéder au réel, justement, est marquée par le sceau de la logique. Cette logique-là, donc, qu'on retrouve aussi bien dans l'histoire des Winnebago que dans les formules de la sexuation de Lacan, ce sont des logiques, évidemment, qui sont celles qu'on retrouve dans les mathématiques. C'est pour ça que Lacan était un fan de Cantor et de Gödel, et qu'il justement était, je pense que même son concept de réel, il a quelque chose à voir avec les nombres réels, donc qui sont une suite infinie, et qui n'est atteignable qu'à l'infini, c'est-à-dire jamais. Donc voilà un des aspects, disons,
du réel lacanien, qui n'est pas quelque chose de substantiel, mais qui est plutôt de l'ordre d'un écart incomblable, donc que l'on retrouve aussi bien entre les hommes et les femmes, et entre ceux qui sont, disons, du côté du pouvoir, des moyens de production, et ceux qui sont administrés par cela, d'une certaine manière, c'est-à-dire la lutte des classes, qui n'est pas forcément ce qu'on entend dans la vulgate marxiste. C'est pas seulement les ouvriers, etc. C'est la possibilité, parce que Marx est très clair là-dessus, ça s'appelle substanzlos subject, c'est-à-dire le sujet sans substance, c'est-à-dire d'arriver lui-même, en tant qu'il n'a plus que sa force de travail à mettre sur le marché, et donc qu'il est vide. Donc c'est vraiment le sujet vide dont on parlait tout à l'heure, et c'est en ça où Lacan a été un lecteur de Marx absolument exceptionnel, puisqu'il a capté dans Marx justement les principes philosophiques majeurs qui lui permettent d'articuler correctement la possibilité aujourd'hui de penser la dimension individuelle, et qui n'est jamais justement totalement individuelle, puisqu'il y a un reste, donc ça donne le sujet. Le sujet est ce qui est le plus antagoniste à l'individu. Le sujet est divisé, l'individu, par son étymologie même, ne l'est pas. Donc d'un côté, la dimension individuelle subjective, c'est-à-dire la division de l'individu, et de l'autre, le rapport entre ce sujet et le collectif. Aujourd'hui, justement, il y a une telle disparité et une telle absence de lien social que ce qui apparaît comme la société, donc vous allez le voir, c'est comme une forme de jouissance, au sens où on entendait tout à l'heure, l'illusion qui donne un sentiment d'existence, c'est qu'il n'y a plus vraiment de lien social. Donc la psychanalyse a pour vocation de renouer le lien social. À la place du lien social, il y a quelque chose de l'ordre du partage fallacieux d'une émotion. Donc, en ce moment, on pallie l'absence de lien social dans le sentiment fallacieux de faire partie d'une même communauté quand on partage l'émotion d'une rencontre sportive ou de suivre massivement une émission télévisuelle ou de choses comme ça. Ça donne en fait des enjeux émotionnels qui créent une fausse cohérence sociale, donc ce sentiment d'appartenance à une communauté, une nation, etc., et qui vient pallier de manière imaginaire l'absence de lien social. Le lien social lui-même ne pouvant se déployer qu'à partir du discours, c'est-à-dire la mise en place de ce qu'on a déjà vu, mais qu'on revisitera, parce que j'ai retravaillé là-dessus, j'ai découvert encore certaines choses. Donc, comment fonctionnent les 4 discours lacaniens, la théorie des discours, avec le discours capitaliste? Alors, avoir une position vis-à-vis de ça. Il est impératif, évidemment, et c'est Lacan est clair là-dessus, donc de pouvoir se confronter au réel, mais selon un protocole particulier, puisque il n'est pas possible de s'y confronter directement. Il y a une interface symbolique avec laquelle il est possible de cerner le réel
et donc de s'approcher du réel d'une certaine manière, mais un peu comme c'est le cas avec l'objet petit a, de manière oblique, temporaire, et sans y aller de manière frontale. Parce que là, disons, ça coûte très cher. C'est le cas exemplaire de Nietzsche, par exemple, qui s'est brûlé totalement à la flamme du réel, en quelque sorte. Le réel lui-même, il est un des registres, c'est-à-dire le registre qui tient ensemble le symbolique et l'imaginaire, d'une certaine manière. Et en fait, le symbolique, il est lui-même tenu par une notion qui s'appelle la vérité. La vérité vise le réel, mais sans s'y confondre. C'est pour ça que la vérité ne peut être que mi-dite. Parce que le réel ne se vise que par la vérité. Alors tant que le sujet est dans la vérité, il est dans le symbolique, mais s'il s'approche trop près du réel et qu'il touche le réel, en quelque sorte, c'est l'apparition de l'angoisse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de symbolique. Donc il manque le manque, en quelque sorte, que vient remplir le symbolique et donner une plasticité au sujet. Mais dès que la vérité touche au réel, elle devient le réel. Donc il n'y a plus de vérité, c'est le réel qui prend le pas. Et donc c'est le réel qui peut brûler le sujet, puisqu'il n'y a plus l'amortissement possible par la vérité, qui, elle, ne peut être que mi-dite par le sujet. Donc c'est une approche. Mais, évidemment, c'est se confronter à son réel et se confronter à sa propre jouissance qui est le propre même de l'analyse. C'est pour ça que l'expression populaire jeter le bébé avec... Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on dit. Ça, c'est un propos de psychologue. Un psychanalyste, au contraire, il dira il faut jeter le bébé et garder l'eau du bain. C'est-à-dire le bébé, c'est le moi de l'analysant qui, lui, se voit tout le temps comme une espèce de bébé qui quoi qu'il fasse, de toute façon, est digne d'être aimé. Il y a quelque chose en lui qui fait qu'il n'est pas obligé de répondre de la loi. Il y a quelque chose en lui qui fait qu'il se revendique de devoir être aimé. Donc le bébé, comme ça, hop, il faut le virer, et il faut le virer parce qu'il faut qu'il se confronte lui-même à l'eau sale de sa jouissance. Parce qu'il n'y a qu'à partir de là qu'il peut revenir par le symbolique dans une visée du réel, à condition, bien sûr, de dire la vérité. Alors, la vérité, c'est pas le vrai. Hein. La vérité, c'est ce qui fait structure de tout discours. C'est-à-dire, dès que je parle, est-ce que je dis la vérité ou pas? Le fait même qu'il y ait cette question, c'est faire partie d'une structure qui a la vérité pour fond. Donc, même quand l'analysant ment à plein tuyau, en fait, il dit la vérité. Parce qu'il dit la vérité de son désir de mentir, en quelque sorte. Ça, c'est un paradoxe qui est lié justement au langage. Le langage ment, par essence, puisque le langage, lui, vient se substituer à quelque chose qui vise, mais qui ne peut pas atteindre. Donc, dès que je dis le mot, que je vise la chose, je l'encapsule dans un mot qui la représente, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Donc, je ne suis jamais vraiment satisfait de la manière dont la frappe signifiante va circonscrire le réel. Il y a toujours quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui échappe. Donc, forcément, c'est ça qui est un semblant, et le semblant qui est le signifiant est simultanément un mensonge, le lieu par où rentre la vérité et la possibilité d'accès au réel. Il n'y en a pas d'autre. Oui. C'est-à-dire que c'est très simple, ta question est très bonne, c'est que le fantasme, c'est ce qui conditionne l'accès au désir. Le fantasme est le cadre comme des mots qui viennent encadrer une image, même si tu ne sais pas ces mots, mais c'est un scénario minimum. Par exemple, c'est dans le cas de l'enfant dont on parlait tout à l'heure, du bébé, l'histoire qu'il se raconte, en quelque sorte, pour expliquer ce qui se passe. Donc ça vient cadrer, et ça vient simultanément boucher le trou du réel, qui est
inquiétant, parce que c'est un trou, c'est sans fond, et en même temps permettre d'en tirer dans cette interface une certaine jouissance qui passe par la parole et qui donne un certain contrôle, parce que ça passe par la parole. Donc effectivement, il y a de la jouissance dans le fantasme et aussi de la jouissance dans le désir. Mais sur un bord, il y a un autre bord, justement, et c'est pour ça que ce sont des structures de bord. Donc en fait, croire en l'objectivité, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui dit il y a un inconscient réel, comme on dit il y a de l'eau sur Mars, si tu veux, c'est quelque chose qui dénie d'une certaine manière que le sujet, chaque sujet, y compris les scientifiques, ne peuvent voir qu'à travers la fenêtre de leur fantasme. C'est-à-dire que c'est leur propre fantasme. Le monde est ma représentation. C'est impossible de sortir de là. Même si il y a des lois, bien sûr, objectives, entre guillemets, mais le réel, c'est la différence minimale qu'il y a entre chacune de ces Weltanschauung, comme on dit en allemand, c'est-à-dire représentation du monde. Puisque chacun en a une différente, puisque chacun a un fantasme différent, un fantasme fondamental. Et donc, de ce fait-là, en vérité, il n'y a pas de concurrence entre les êtres. C'est totalement imaginaire, la concurrence. Sur le monde dans lequel on vit, un monde concurrentiel, etc. Puisque si vraiment tu te rapproches de ton désir, de ton fantasme, il n'a rien à voir avec celui de ton voisin, d'une certaine manière. C'est pas là que ça se joue. C'est entre toi et ton rapport à la jouissance qui ne peut être médiatisé que par ton désir. C'est pour ça que, bien sûr, il s'agit dans la cure d'arriver jusqu'au fantasme fondamental dans un premier temps, en tout cas. Enfin, c'est pas le premier temps, mais disons, d'arriver assez rapidement jusqu'à l'exposition du fantasme fondamental. Ce qui est le cas du titre de film Le silence des agneaux, puisque si Hannibal Lecter, là, est le représentant, on peut dire, imaginaire, idéal d'un psychanalyste lacanien qui a une technique tellement impressionnante qu'il arrive à faire en sorte qu'elle lui amène elle-même son fantasme fondamental, qui est ce rêve qu'elle lui raconte, qui est le silence des agneaux, cette espèce de scène à partir de laquelle justement s'organise son fantasme et donc son désir.